glénoïdale est une articulation sphéroïde qui unit la tête de l'humérus à la cavité glénoïdale. C'est une articulation très mobile, mais peu solide, d'où la fréquence des luxations de l'épaule. Premièrement, surface articulaire. Les surfaces articulaires sont représentées par trois structures, la cavité glénoïdale, la tête de l'humérus et le bourrelet glénoïdal. La cavité glénoïdale est une dépression peu profonde, ovalaire à grosse extrémité inférieure. Elle est limitée par un bord périphérique saillant, le sourcil glénoïdal. Le bord antérieur de ce dernier présente une incisure plus ou moins profonde, l'incisure glénoïdale. La partie centrale de la cavité présente un petit tubercule saillant, le tubercule glénoïdal. Ce tubercule est effacé par le cartilage articulaire. La cavité glénoïdale regarde au haut, en dehors et en avant. Elle est flanquée au haut par le tubercule supraglénoïdal et en bas par le tubercule infraglénoïdal. Deuxièmement, le bourrelet glénoïdal. Le bourrelet glénoïdal est un anneau fibreux enroulé sur la partie périphérique de la cavité glénoïdale. Il est plus étendu à la partie inférieure qu'à la partie supérieure de la cavité, c'est-à-dire qu'il empiète davantage sur la partie inférieure de la cavité glénoïdale. Donc on constate qu'il est plus large en bas qu'en haut. Le bourrelet glénoïdal délimite avec l'incisure glénoïdale un petit orifice osteo-fibreux dans lequel peut s'engager une bourse synoviale. Le bourrelet glénoïdal présente trois faces. Une face médiane qui est appliquée sur la cavité glénoïdale, une face latérale qui est en continuité avec la surface articulaire de la cavité glénoïdale et qui répond à la tête de l'humérus, et une face périphérique qui donne insertion à la capsule articulaire. Troisième surface articulaire, la tête de l'humérus est une saillie arrondie, lisse et articulaire, représentant environ le tiers d'une sphère de 50 mm de diamètre, un peu plus étendue dans le sens vertical que dans le sens antéro-postérieur. La tête de l'humérus est limitée en dehors par un sillon circulaire et le col anatomique. La lèvre médiane du col anatomique est constituée par deux lignes courbes convexes en bas et en dehors qui se rejoignent en avant et en arrière suivant un angle obtus formant deux petites encoches sur les surfaces articulaires. La tête de l'humérus forme avec l'axe de la diaphyse un angle d'inclinaison de 130 degrés environ. La tête est beaucoup plus volumineuse que la cavité glénoïdale agrandie de son bourrelet, ce qui explique la fréquence des luxations de l'épaule. La tête de l'humérus regarde en dedans, en haut et en arrière, donc en sens inverse par rapport à la surface articulaire de la cavité glénoïdale qui regarde en haut, en avant et en dehors. Moyen d'union de l'articulation scapulo-humérale. Les moyens d'union sont représentés par la capsule articulaire et par des ligaments périphériques. La capsule articulaire s'insère du côté de la scapula sur le bourrelet glénoïdal et sur le col de la scapula, mais qui déborde en haut et en bas pour englober l'insertion ici du chef long du biceps brachial et se confond en bas avec le chef long du triceps brachial. En dehors, la membrane fibreuse s'insère sur le col anatomique, plutôt sur la lèvre latérale du col anatomique. Donc la capsule articulaire est formée de deux lames, une lame superficielle qu'on appelle la membrane fibreuse, qui est visible ici sur le schéma, et cette membrane est tapissée en profondeur par une lame synoviale qu'on appelle la membrane synoviale. La capsule articulaire s'insère de la même manière sur
la face postérieure, donc sur ici le col de la scapula, qui déborde ici sur le col chirurgical et qui s'insère ici sur la lèvre latérale du col anatomique. Donc la capsule articulaire s'éloigne des surfaces articulaires à la partie inférieure, et ce qui facilite les mouvements de l'articulation scapulo-humérale. Deuxièmement, les ligaments périphériques. Les ligaments périphériques sont représentés par le ligament coraco-huméral. Le ligament coraco-huméral s'insère sur le bord latéral de la scapula. Le ligament se porte en bas et en dehors et se termine par deux faisceaux, l'un sur le tubercule majeur, l'autre sur le tubercule mineur. Le ligament coraco-huméral. Le ligament coraco-huméral est considéré comme le ligament suspenseur de l'articulation scapulo-humérale. Les deux faisceaux du ligament coraco-huméral sont réunis par une lame fibreuse mince qui s'étend sur les deux lèvres du sillon intertuberculaire et transforme ce sillon en un canal osteo-fibreux dans lequel glisse le tendon du chef long du biceps brachial. Donc le ligament huméral transverse. Donc, le ligament huméral transverse est une bandelette fibreuse mince qui est située entre les deux faisceaux du ligament coraco-huméral et qui s'étend en bas sur les deux lèvres du sillon intertuberculaire. Au-dessous de ce sillon apparaît ici le tendon du chef long du biceps brachial et ce tendon s'insère en haut sur le tubercule supraglénoïdal de la scapula. Il coiffe l'articulation scapulo-humérale et descend dans le sillon intertuberculaire, compris entre les deux lèvres du sillon intertuberculaire et le ligament huméral transverse. Ce tendon est accompagné ici par une bourse synoviale qui permet le glissement du tendon. Deuxième ligament, le ligament gléno-huméral supérieur. Le ligament gléno-huméral supérieur s'insère sur le pôle supérieur du bourrelet glénoïdal et sur la partie attenante du col de la scapula. Le ligament se porte en bas et en dehors et se termine sur la partie supérieure du tubercule mineur de l'humérus. Deuxième ligament, le ligament gléno-huméral moyen. Le ligament gléno-huméral moyen s'insère sur la partie supérieure du bourrelet glénoïdal et sur la partie adjacente du col de la scapula. Le ligament se porte en bas et en dehors et se termine sur la partie inférieure du tubercule mineur de l'humérus. Troisième ligament, le ligament gléno-huméral inférieur. Le ligament gléno-huméral inférieur s'insère sur la moitié inférieure du bourrelet glénoïdal et sur la partie attenante du col de la scapula. Les fibres se portent horizontalement en dehors, glissent sous le ligament gléno-huméral moyen et se termine sur la face antéromédiale du col chirurgical de l'humérus. Ligament gléno-huméral inférieur, ligament gléno-huméral moyen, ligament gléno-huméral supérieur,
et ligament coraco-huméral, avec ici le tendon du chef-flanc du biceps brachial. Le ligament coraco-huméral apparaît aussi sur la face postérieure de l'articulation. Il s'étend du bord latéral du processus coracoïde jusqu'au tubercule majeur de l'humérus. C'est le ligament coraco-huméral qui constitue le ligament suspenseur de l'articulation de l'épaule. Ce ligament présente un faisceau postérieur et ce faisceau postérieur s'appelle le ligament coraco-glénoïdien et ce ligament coraco-glénoïdien se porte en bas et en dehors. Il se termine par deux faisceaux, un faisceau qui se fait sur la membrane fibreuse de la capsule articulaire et un faisceau qui se termine sur le bourrelet glénoïdal. Ce ligament est considéré comme une partie du ligament coraco-huméral, le ligament coraco-glénoïdien. Donc c'est le seul ligament qui existe sur la face postérieure de l'articulation de l'épaule. Donc autrement dit, l'articulation de l'épaule est relativement solide au niveau de sa face postérieure par plusieurs ligaments, alors qu'en arrière, il n'existe pratiquement qu'un ligament, et ce ligament est très court et il se perd en bas sur la capsule articulaire et sur le bourrelet glénoïdal. Ligament coraco-glénoïdien. Donc si on regarde ici une coupe frontale de l'articulation de l'épaule, et cette coupe a intéressé la moitié médiane de l'humérus, et a intéressé bien sûr le côté médial, c'est-à-dire formé par la cavité glénoïdale et le bourrelet glénoïdal, mais on a laissé en place le sillon intertuberculaire et le tubercule majeur. On constate que dans le sillon intertuberculaire descend le tendon du chef-flanc du biceps brachial, chef-flanc du biceps brachial, et ce tendon est intracapsulaire. Donc la capsule articulaire s'étend de la cavité glénoïdale jusqu'au tubercule majeur et en bas, la capsule s'insère sur le tubercule infraglénoïdal de la scapula et elle lâche, elle détermine des plis ici qu'on appelle les freins capsulaires. Elle est assez lâche et qui se termine au berge des surfaces articulaires du côté de l'humérus. Du côté de la scapula, on découvre ici la cavité glénoïdale et le tubercule glénoïdal qui représente une petite saillie, mais qui est relativement émoussée par le cartilage articulaire. On découvre ici le bourrelet glénoïdal avec ses face médiale qui est appliquée sur la cavité glénoïdale et face latérale qui est en contact avec l'humérus. Et une face périphérique qui donne insertion à la membrane fibreuse de la capsule articulaire, qui donne insertion également à la membrane synoviale. La membrane fibreuse et la membrane synoviale constituent la capsule articulaire. Donc la capsule articulaire est constituée par une membrane fibreuse et une membrane synoviale. En haut, le tendon est accompagné par un prolongement de la membrane synoviale qui l'accompagne dans toute l'étendue du sillon intertuberculaire et qui revient pour s'insérer au niveau du tubercule supraglénoïdal de la scapula. De la même manière, ici en bas, la membrane synoviale s'insère sur le bourrelet glénoïdal, descend tout le long du tendon dans le sillon intertuberculaire et revenir ici pour s'insérer sur la berge de la surface articulaire du côté de l'humérus. Au fond, ici, on trouve la membrane synoviale qui tapisse la face profonde
de la membrane fibreuse de l'autre côté du tableau. Si on réalise une petite coupe ici, on va trouver plusieurs lames synoviales, et ces lames synoviales peuvent prendre les rapports suivants, soit que la membrane synoviale ici applique le tendon contre la membrane fibreuse. Dans ce cas, si on réalise une coupe, on va trouver une seule lame, c'est-à-dire on va trouver la lame inférieure qui applique le tendon contre la membrane fibreuse. Le plus souvent, le tendon est relié ici par un méso, qu'on appelle le mésotendon, et qui relie le tendon à la membrane fibreuse. C'est-à-dire, si on réalise ici une coupe, on va trouver 3 fois la membrane synoviale, c'est qu'on découpe aussi sur le schéma. C'est-à-dire, on trouve une lame, une deuxième lame et une troisième lame en bas qui est appliquée sur la face profonde du tendon. Dans ces deux cas, le tendon est intracapsulaire, mais il est extra-synovial, c'est-à-dire à l'extérieur de l'articulation. Parfois, le tendon est entièrement entouré par la membrane synoviale. Dans ce cas, le tendon est intracapsulaire et intra-synovial. Mais c'est une situation exceptionnelle et bien sûr, quand on réalise une coupe, on va trouver de la même manière 3 lames, 2 lames au-dessus du tendon et une lame au-dessous du tendon. Mécanisme articulaire de l'articulation de l'épaule. L'articulation scapulo-humérale est la plus mobile de toutes les articulations du corps. Elle doit cette mobilité à la laxité de la capsule articulaire et à la taille relativement importante par rapport à la qualité de l'énoïde. Elle permet au bras d'exécuter des mouvements d'antépulsion, de rétropulsion, d'abduction, de rotation et de circonduction. Mouvements d'antépulsion et de rétropulsion. Les mouvements d'antépulsion et de rétropulsion se produisent autour d'un axe transversal passant par le centre de la tête de l'humérus et parallèle au plan scapulaire, faisant avec le plan frontal un angle de 30 degrés environ. Dans l'antépulsion, le bras se porte en avant et en dedans. Dans la rétropulsion, le bras se porte en arrière et en dehors. L'amplitude de l'antépulsion ne dépasse pas d'habitude 60 degrés, mais elle peut atteindre 160 degrés quand elle est associée à un mouvement de bascule de la scapula, et 180 degrés quand il y a une inclinaison de la colonne vertébrale. L'amplitude de la rétropulsion ne dépasse pas habituellement 30 degrés. Mouvements d'abduction et d'adduction. Les mouvements d'abduction et d'adduction s'exécutent autour d'un axe antéro-postérieur passant par le centre de la tête de l'humérus et perpendiculaire au plan de la scapula. L'abduction porte le bras en dehors, l'adduction rapproche le bras au tronc. L'amplitude ne dépasse pas 90 degrés, mais elle peut atteindre 160 degrés quand l'abduction est associée à un mouvement de bascule de la scapula et 180 degrés quand elle est associée à une inclinaison de la colonne vertébrale. L'adduction est arrêtée par la rencontre du bras avec le tronc et par la tension du ligament coraco-huméral. L'amplitude ne dépasse pas 10 degrés. Quand elle est associée à une légère flexion ou une légère extension, elle peut atteindre 30 degrés. Les mouvements de rotation se font autour d'un axe vertical passant par le centre de la tête de l'humérus et parallèle au corps de l'humérus. La mesure s'effectue au bras collé au corps et fléchi à 90 degrés. La rotation latérale est arrêtée par la tension des ligaments gléno-huméraux moyens et inférieurs, ainsi que par la tension du muscle subscapulaire. L'amplitude est de 35 degrés. Elle peut atteindre au maximum 60 degrés. La rotation médiane est plus étendue que la rotation latérale. Elle est arrêtée par la tension des ligaments gléno-huméraux moyens et inférieurs et du muscle supra-épineux. L'amplitude atteint 90 degrés. La rotation médiane extrême est obtenue en plaçant l'avant-bras derrière le dos, le pouce porté vers la 4e vertèbre thoracique.
Mouvement de circonduction. La circonduction résulte de la combinaison des mouvements précédents. L'avant-bras décrit un cône dont le sommet est situé au centre de l'articulation scapulo-huméra.